Autre sujet très important de ce soir, un truc du coup pareil dont j'ai pas eu le temps de vous parler à cause du Zawa Show, mais il s'est passé un gros truc depuis et que j'ai pas eu le temps d'updater parce que je vous avais fait une vidéo sur le sujet aussi. Je vous avais fait du coup une première partie de la vidéo, c'est sur la plainte à la Cour internationale de justice contre Israël sur la Palestine, notamment sur la question de la prévention du génocide des Palestiniens. Et donc c'est un truc du coup voilà, donc la décision de la CIJ qui est tombée justement vendredi, je crois, c'est le jour où le vieux est venu justement, on a un petit peu essayé de potasser le sujet au moment où ça arrivait. Mais du coup, on va un petit peu pouvoir re-rentrer un petit peu là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Attends, je vais vous remettre aussi si ça vous intéresse. Bah non, je vais le mettre là directement. Donc ma première partie, procès contre Israël, quels enjeux? Où j'avais parlé du coup du procès en lui-même, des différents arguments. Portés par l'Afrique du Sud, donc qui est partie plaignante dans ce procès, et la réponse de la défense donc d'Israël dans le procès, les différents enjeux qu'il y avait par rapport à ça. Vous avez déjà fait un long best-of sur le sujet. Et donc là, on est arrivé à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, qui est donc, je vais encore vous sortir un trait de Johan Soufi. Est-ce que Johan Soufi, c'est une bonne source pour décrypter les enjeux? Oui. Oui, largement. Johan Soufi, déjà, c'est sa spécialité, le droit international, et en plus, il a bossé longtemps à Gaza sur ce sujet-là. Donc, je pense que ça fait partie des meilleures sources. Donc, on va reprendre un petit peu le thread, donc ce thread-là, de Johan Soufi, et on va voir les différentes retombées aussi qu'il y a eu, notamment, qui sont plus récentes, concernant l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, qui avait été évoquée par la défense israélienne et qui aujourd'hui, on voit, il y a un petit volte-face sur le sujet. La Cour internationale de justice rend dans quelques minutes sa décision sur les mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud contre Israël. Donc l'Afrique du Sud avait demandé des mesures conservatoires, c'est-à-dire des mesures un peu d'urgence, de prévention du génocide, c'est-à-dire qui impliquait un accès illimité de l'aide humanitaire dans Gaza, qui demandait à ce que Israël poursuive les responsables de génocide ou alors les responsables qui avaient fait preuve de discours génocidaires, etc. Enfin, il y a eu plusieurs aspects sur lesquels l'Afrique du Sud avait demandé des mesures contre Israël pour prévenir du coup ce que l'Afrique du Sud considère comme un risque génocidaire en cours. Les enjeux, donc les enjeux de ce truc-là. Il est nécessaire de comprendre que cette décision consiste à décider s'il existe un risque plausible qu'un génocide ait lieu ou qu'il soit en cours. Donc ça, c'est un truc que j'ai martelé dans ma première vidéo. C'était que la Cour ne va pas statuer si oui ou non il y a un génocide en cours. La Cour va statuer sur oui ou non il y a un risque génocidaire. Parce qu'encore une fois, c'est la Convention d'élimination et de prévention des risques génocidaires. Parce qu'en fait, voilà, on a écrit des conventions internationales pour éviter, voilà, le plus jamais ça, c'est pour éviter que ça arrive de nouveau. Donc on prévient les risques génocidaires, on se dit tiens, là il y a un risque que ça escalade à un génocide, donc il faut le prévenir avant que ça arrive. Donc c'est ça le principe. Donc là c'est au nom de la prévention du risque génocidaire. Il faut prouver qu'il y a un risque plausible. Et comme j'avais dit dans ma vidéo, la simple existence de Gaza est déjà un risque plausible. Si c'est le cas, la Cour doit ordonner des mesures conservatoires pour prévenir ce risque. L'Afrique du Sud demande 9 mesures conservatoires à la Cour, la fin des opérations militaires à Gaza, donc qui est en fait quelque part une forme de cessez-le-feu en fait au final, la fin des opérations militaires à Gaza, du coup c'est l'Afrique du Sud qui demande à Israël d'arrêter ses opérations militaires à Gaza. C'est pour ça que ça avait fait hurler les Israéliens, c'est parce qu'en fait, forcément, comme je vous avais dit, c'est une cour internationale dans laquelle c'est les États qui sont partis. Donc il n'y a que les États qui peuvent appliquer les décisions. Et en l'occurrence, donc, la Palestine fait partie aussi des gens qui sont partis de cette convention. Mais du coup, comme les opérations militaires sont faites par l'armée israélienne à Gaza, il n'y a que Israël qui peut faire en sorte que son armée à elle mette fin à ses opérations militaires. A l'inverse, la Palestine n'étant pas particulièrement dotée d'une force armée, c'est plus compliqué de demander la fin des opérations militaires des différentes branches armées de la résistance palestinienne, donc notamment du Hamas, du FPLP, du djihad islamique, etc. Donc c'est pour ça que ça avait fait hurler les Israéliens, c'est qu'en fait c'est pas une demande de cessez-le-feu, parce qu'un cessez-le-feu c'est des deux côtés, mais c'est une demande de cessez-le-feu unilatéral. Et du coup les Israéliens qui étaient en mode oui, mais le Hamas va continuer de nous envoyer ses roquettes, blablabla et tout. L'obligation d'Israël d'agir conformément à la Convention de 48, la levée de toute entrade à l'aide humanitaire, la poursuite des auteurs de crimes ou d'incitation au génocide, donc là, parce que donc ils avaient montré un petit peu les citations du ministre des Armées qui disait ce sont des animaux humains, les trucs comme ça, voilà, tous ces trucs, donc voilà, poursuivez-les parce que on a prouvé par A plus B que ces trucs étaient des incitations au génocide et que sur le terrain, les soldats israéliens ont bien entendu le message et se rendent coupables d'actes qui sont des potentiels actes qui peuvent mener au génocide. La poursuite des auteurs de crimes ou d'incitation au génocide et l'obligation de soumettre un rapport régulier à la Cour. Donc une scrutation, placer en gros Israël sous une scrutation internationale beaucoup plus intense.
La décision de la Cour est contraignante, obligatoire, ce n'est pas un avis. Alors donc ça c'est un truc sur lequel j'aimerais revenir par rapport à ma vidéo parce que, en effet, dans ma vidéo, je vous avais parlé du fait que le droit international c'était quelque chose de très frustrant, que globalement, tout ce qui était demandé par la Cour dépendait énormément de la bonne foi un petit peu d'Israël d'appliquer en fait ces mesures-là. Et j'avais un petit peu sous-entendu que le droit international c'était pas contraignant, donc de toute façon il y avait beaucoup de limites en fait à ce qui était demandé. Donc on s'entend bien, le problème c'est pas que c'est pas contraignant parce qu'en l'occurrence la Cour internationale de justice, je crois que c'est le seul organe de justice internationale qui est contraignant, ça veut dire que quand il y a une décision qui est prise, elle doit être suivie des faits. Ça c'est tout, c'est voilà, t'es obligé de le faire. Contrairement à d'autres trucs où c'est pas forcément contraignant. Donc là c'est contraignant, donc là Israël est obligé de le faire. Arrêtez de confondre la valeur juridique d'une décision et de son absence de respect par quelques États. En gros c'est ça, c'est que les États respectent pas les décisions. Et c'est ça le problème, c'est que c'est contraignant, mais les États respectent pas les décisions. Donc c'est le problème. C'est ça, si tu respectes le droit, voilà. Donc en fait c'est la décision de la Cour n'est pas une décision symbolique, mais en effet, beaucoup d'États se torchent le cul avec. Oui, des États puissants ou protégés par des puissances violent le droit international, souvent en toute impunité. C'est pas nous qu'il faut l'apprendre. La Cour internationale n'a pas de police ou d'armée à sa disposition. Le respect du droit international, ce sont les États. Les États, c'est aussi nous tous. Et en fait, voilà, c'est ça le truc important. C'est que, qu'est-ce qui fait par exemple qu'une décision de justice en France est contraignante et suivie des faits? C'est parce qu'en France, tu as la police qui va te chercher à ton domicile, qui va te foutre en prison, qui, si tu essayes de t'enfuir, a toute légitimité à te poursuivre pour te ramener en prison. Donc, tu as une contrainte physique qui t'est exercée. Pour les gens qui connaissent un petit peu cette phrase, c'est la fameuse violence légitime. Vous savez, c'est Max Weber qui dit que l'État revendique le monopole de la violence légitime. Cette violence physique que peut imposer l'État au travers de sa police, au travers de son armée, etc., c'est ce qui fait que les décisions d'une cour de justice en France sont contraignantes. Parce que derrière, tu as les policiers qui vont toquer à ta porte et qui vont te ramener en prison et qui ont le droit de t'arrêter. C'est pas le cas pour les États, parce qu'il n'y a pas d'armée internationale qui peut arrêter des dirigeants, il n'y a pas un truc comme ça, il n'y a pas de souveraineté supérieure à celle des États. Donc c'est les États eux-mêmes qui ont la responsabilité de faire respecter ça. Et ce qui fait que beaucoup d'États peuvent violer allègrement le droit international, parce que si tu es protégé par une grosse puissance, au hasard les États-Unis, dans ce cas tu peux continuer de faire tes trucs en toute impunité, parce que l'État qui serait le plus efficace et le plus instrumental à te faire respecter la décision a décidé de se torcher le cul avec. Ça te permet d'un peu échapper au contrôle et à la contrainte extérieure. La présidente Joan Donoghue commence la lecture du jugement. Un des juges est absent pour des raisons inconnues. La présidente rappelle la tragédie humaine que vivent les populations dans la région. Première question, la compétence de la Cour. Alors donc rappelez-vous, pour les gens qui ont suivi ma vidéo ou qui ont suivi mon live où j'ai parlé de ça, les différents arguments, les différents contre-arguments de la part d'Israël, c'était que la Cour n'était pas compétente à juger cette affaire. Notamment, Israël disait que s'il n'y a pas de différence juridique entre l'Afrique du Sud et Israël, du coup la Cour n'est pas compétente à se saisir de ça parce que c'est que en fait les deux pays sont pas en fight, donc la Cour elle va pas arbitrer un fight qui n'existe pas. Et donc c'était un peu l'argument d'Israël pour débunker un petit peu la revendication sud-africaine, c'était de dire que donc l'Afrique du Sud considère que c'est le cas, qu'il y a un différend juridique, Israël le nie. La Cour considère qu'il existe prima facie, donc de prime abord, on va dire, à première vue, un différend entre les parties et que la Cour est donc compétente, citant notamment des déclarations israéliennes. Alors donc ça c'est un truc où, quand on avait lu le truc, on était en mode ok, peut-être qu'il n'y a pas de différend juridique, mais il y a un autre truc qui est donc ce qui s'apprête. Donc la Cour rappelle aussi sa jurisprudence dans l'affaire Gambie contre Myanmar. L'Afrique du Sud a le droit de saisir la Cour pour une obligation erga omnes, c'est-à-dire qui s'applique à tous. Donc notamment le fait que l'obligation de respecter la prévention du génocide, donc le traité international que tout le monde a signé, qui implique de prévenir le génocide qui est un crime contre l'humanité, etc., c'est une obligation qui s'applique à tout le monde. C'est une obligation qui est universelle. Donc ça, c'était les arguments. Je rappelle ce que j'avais dit sur le droit international, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. On a signé la même convention, donc on peut se surveiller mutuellement sur qui viole la convention. Donc c'est un petit peu ça le truc. Et quand j'avais fait ma vidéo, j'avais dit, en gros, que même si Israël dit qu'il n'y a pas de différence juridique, comme il y a cette fameuse jurisprudence dans l'affaire Gambie contre Myanmar, où la Gambie avait poursuivi le Myanmar au sujet de la prévention du génocide des Rohingyas. Je ne sais pas si vous aviez suivi à l'époque la question du génocide des Rohingyas au Myanmar. C'était la Gambie qui avait attaqué le Myanmar, la Gambie qui se trouve en Afrique. Donc où il n'y avait pas de différents frontaliers ou quoi, il n'y avait pas de Rohingyas en Gambie, donc il n'y avait pas de raison a priori que la Gambie attaque le Myanmar pour ça. Mais la jurisprudence, la décision de la Cour de justice était en mode non, même si la Gambie n'a rien à voir avec le Myanmar, la Gambie a le droit de poursuivre le Myanmar parce que c'est un truc qui est universel. Tout le monde a signé cette charte, tout le monde est tenu de la respecter. Donc voilà. Myanmar, c'est quoi aujourd'hui déjà? Myanmar, c'est le nouveau nom de ce qu'on appelait avant la Birmanie. Mais du coup, moi, ce qui m'a surpris, c'est que la Cour considère quand même qu'il y avait un différend entre l'Afrique du Sud et Israël. Donc en fait, que les deux arguments
était valable, que à la fois l'argument du différend juridique entre l'Afrique du Sud et Israël, et à la fois la jurisprudence Gambie contre Myanmar qui fait que même s'il n'y avait pas de différence, ça tiendrait quand même. En fait, ces deux-là ont été considérés comme valables par la Cour en mode oui, il y a un différend, et de toute façon, il y a l'affaire Gambie contre Myanmar, donc oui, de toute façon, vous avez raison, on est parfaitement légitime à le faire. C'est quoi le différend entre l'Afrique du Sud et Israël? Je crois que c'est qu'en gros, j'imagine que comme Israël a dit que l'Afrique du Sud, c'était honteux ce qu'ils avaient dit et que ils étaient... Enfin, je pense que le fait qu'Israël soit monté au créneau spécifiquement contre l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud avait voulu les poursuivre, ça suffit à faire un différend juridique. En mode genre ils ont insulté leur pays quoi. Globalement, genre le pays a insulté le pays, du coup ça va, il y a un différend. Je crois que c'est un peu ça. En fait c'est ça, c'est que Israël même a créé le différend en disant que l'Afrique du Sud était le bras armé législatif du Hamas. C'est vrai, le jour de la défense, donc de la plaidoirie de la défense, donc de la plaidoirie d'Israël, en effet le ministère des Affaires étrangères israélien avait produit un communiqué qui disait que l'Afrique du Sud était le bras armé législatif du Hamas en effet. Ce qui du coup crée un différend de fait. Ils se sont insultés donc du coup ça les met dans la sauce. Et de toute façon quoi qu'il arrive, même si c'était pas insulté, quoi qu'il arrive c'est un truc universel, donc évidemment saisissez-nous pour ça. La présidente rappelle la définition de génocide qui figure à l'article 2 de la Convention de 1948. Un génocide, c'est un ensemble d'actes qui visent à détruire en tout ou en partie, très important le ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La Cour considère que la population palestinienne de Gaza constitue un groupe protégé au titre de la Convention de 1948, et donc la présidente souligne les traumatismes importants infligés à la majorité de la population, citant les représentants de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, sur lequel on va revenir plus tard, et de l'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, donc l'UNOCHA, qui décrit la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Donc, l'agence qui est spécifique sur les réfugiés palestiniens et l'agence qui est générale sur les enjeux humanitaires, qui disent tous les deux que c'est... Voilà. Donc, la présidente cite les discours de nombreux responsables israéliens, Galante, donc Yoav Gallant qui avait dit c'est des animaux humains, etc. Netanyahou, Herzog, de nombreux discours qualifiés de déshumanisants pour les Palestiniens. On avait beaucoup parlé de l'importance de la déshumanisation des Palestiniens comme preuve ou du moins indice de la marche génocidaire, parce que du coup la déshumanisation du peuple tout entier palestinien qui vient après légitimer, justifier un génocide, une destruction de ce peuple. La Cour considère qu'il existe un lien direct entre les discours et le risque génocidaire à Gaza. Donc ça c'était encore une fois une grosse partie de la plaidoirie de l'Afrique du Sud, c'était de dire que ce que disaient ces responsables politiques avait des effets directs sur le terrain. C'est une grosse partie de la plaidoirie pour dire on ne peut pas dire que c'est des phrases comme ça, mais que globalement c'était marginal, c'est pas ça qui compte, etc. C'était l'argument d'Israël de dire non mais c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est la doctrine militaire, c'est les trucs officiels et tout. Et la Cour a dit non, 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 vos ministres ont dit ça et on considère qu'il y a un lien entre ce qu'ont dit vos ministres et ce qui est fait sur place. Donc il y a un lien entre l'incitation au génocide et les actes qui se passent à Gaza. Donc oui, donc globalement la Cour est en train de valider l'intégralité des arguments de l'Afrique du Sud, ce qui est assez encourageant, enfin ce qui est assez gratifiant aussi de se dire oh, on avait donc bel et bien raison depuis le début, c'est la Cour internationale de justice qui nous l'a bien dit quoi. Mon commentaire à ce stade, plus aucun doute que la Cour va reconnaître le risque de génocide et ordonner des mesures conservatoires, j'ai même l'impression qu'elles vont être particulièrement strictes. C'est ça, la Cour considère que c'est pas un dérapage, c'est pas des dérapages des représentants, etc. Non, c'est des vraies déclarations qui ont été suivies des faits, donc c'est voilà. La Cour considère qu'il existe un risque sérieux de génocide et que les mesures conservatoires sont donc nécessaires dans cette affaire pour préserver les droits de la population palestinienne. Ça, c'est le truc le plus important. En gros, la CIJ a donné raison à l'Afrique du Sud. Il y a un risque génocidaire, reconnu dans le droit international. La Cour rappelle que les mesures conservatoires n'ont pas à être identiques à celles demandées par l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud a fait, c'est classique hein, dans les procès, tu fais des réquisitoires, tu demandes une certaine peine, et la Cour peut ordonner une peine qui est différente. Ou même une peine qui même parfois, peut être parfois plus sévère, et parfois moins sévère, etc. etc. Donc il y a une différence entre ce que tu demandes et ce que la Cour va donner. La Cour ordonne à Israël de s'abstenir de commettre des actes constitutifs d'un génocide et lui ordonne de poursuivre les auteurs d'incitation au génocide. Elle ordonne aussi à Israël de soumettre un rapport sous un mois avec les mesures prises pour l'exécuter. La Cour n'ordonne donc pas le cessez-le-feu, mais elle demande à toutes les parties de respecter le droit international humanitaire. Ce sera une déception pour beaucoup, mais je m'attendais à cette décision, ce que dit Joanne Sophie. Donc ça a été le gros truc qui était un peu décevant, quoi. T'es en mode attends, la Cour. Vous êtes d'accord qu'il y a un risque génocidaire? Vous êtes d'accord qu'il y a une incitation au génocide et un lien direct? Que les responsables politiques, que les plus hautes têtes politiques du pays sont coupables, sont responsables, qu'il y a un lien direct, qui sont responsables de ces incitations au génocide? Et malgré tout, vous leur demandez pas d'arrêter ce qu'ils font. En gros, ce qu'a dit la Cour, c'est vous avez le droit de vous battre contre le Hamas, mais vous n'avez pas le droit de cibler les civils et de les massacrer.
dans la plaidoirie israélienne, c'était un des gros arguments d'une des avocates israéliennes, c'était de dire que le Hamas était toujours actif à Gaza, qu'il y avait encore de la lutte militaire entre l'armée de défense, entre l'armée israélienne et le Hamas. En gros, son truc, c'était que ça légitimait les actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza au nom de la lutte contre le Hamas. Et la Cour a un petit peu tranché entre les deux en disant « Ok, on va pas vous demander d'arrêter vos actions militaires, mais s'il vous plaît, faites bellec aux civils. » Ce qui est un peu un slap on the wrist, quoi. C'est vraiment en mode « Respectez, s'il vous plaît, le droit international humanitaire. » Donc la Cour va pas être accusée de disculper le Hamas, on va dire. En gros, revenez au statu quo précédent. En fait, c'est ça. C'est retour au statu quo ante. Calmez-vous sur les populations civiles. Mais c'est vrai que le Hamas, c'est quand même un peu dangereux. Donc voilà. La décision sur l'obligation d'Israël de respecter la convention de 1948 sur le génocide est prise à 16 voix contre 1. Le juge israélien a voté pour, c'est-à-dire qu'il reconnaît le risque de génocide. Et donc ça, c'est un truc intéressant. Et un autre mea culpa que je me dois de vous faire par rapport à mon analyse dans la vidéo que j'avais sortie sur le sujet. Vous avez parlé des juges et de la question notamment de la neutralité des juges. Et que j'avais un doute sur la neutralité de certains juges et qu'on pouvait a priori se poser la question sur la neutralité de certains juges en fonction de leur pays d'origine. Et que donc je donnais l'exemple par exemple des États-Unis, du juge israélien, mais que c'est logique parce qu'il était contrebalancé avec un juge sud-africain, donc voilà. Donc vous avez tout ce truc-là que en fonction du pays d'où ils viennent, notamment de pays qui ont eu du mal à reconnaître des massacres et des génocides, etc., on pouvait s'attendre à ce que des juges soient pas particulièrement neutres par rapport à leur propre pays. J'ai eu tort. La réalité m'a donné tort, comme dirait l'autre. Et même le juge israélien a reconnu qu'il y avait un risque génocidaire à Gaza. Et donc il y a un seul juge qui, du coup, a voté contre les mesures conservatoires. C'est la juge, du coup, ougandaise, qui était passée totalement sous nos radars. La juge ougandaise, Julia Sebutinde, qui a voté contre les mesures conservatoires. Elle est la seule à ne pas reconnaître le risque de génocide à Gaza, y compris contre l'avis du juge israélien. Donc Yuan Soufi qui dit « Je la connais, je suis pas surpris », donc apparemment, il doit y avoir un lore avec cette juge qui est plus un lore perso. Ce qui fait que, au final, sur la question de la neutralité des juges, c'est pas tant sur leur appartenance nationale qu'il faut baser notre analyse, que sur leurs décisions passées et des aspects plus personnels, on va dire. Elle a pris cher au pays, j'ai cru lire. Ah ouais. Mais donc voilà, je retire toute mon analyse sur la question de la neutralité des juges, et en effet, c'est un peu plus précis que ça. Mes commentaires, donc les commentaires de Yuan Soufi. Cette décision correspond exactement à mon pronostic. Une décision extrêmement forte sur le risque de génocide, des mesures conservatoires abstraites. Alors voilà, c'est ce qu'on avait dit, hein. En gros, s'il vous plaît, respectez le droit international humanitaire. Bon, donnez-nous un rapport sur comment vous respectez le droit international humanitaire. Bon, c'est des mesures conservatoires qui sont assez floues, quoi. Et pas de cessez-le-feu. Alors deux choses. D'abord, effectivement, comme tu l'as dit, la Cour, on lui demande de prendre des mesures conservatoires qui sont d'une gamme assez variée. L'Afrique du Sud a des demandes très spécifiques, mais la Cour dispose d'une discrétion en la matière. Et donc, moi, si je devais me prononcer, j'ai l'impression que peut-être elle prendrait effectivement quelque chose, des mesures conservatoires peut-être un peu plus abstraites qu'un arrêt, un cessez-le-feu immédiat, bien qu'elle l'a demandé, par exemple, pour l'agression de l'Ukraine à l'encontre de la Russie en 2022, mais c'était un cas un peu différent. Et donc encore une fois, enfin voilà, on voit aussi un peu, pas ce deux poids deux mesures, tu vois, mais genre l'invasion russe de l'Ukraine, immédiatement cessez le feu, blablabla, très sévère, et un risque génocidaire, mesure abstraite, quoi, mesure conservatoire abstraite. Mais parce qu'encore une fois, c'est aussi la faiblesse inhérente dans la prévention du génocide. C'est que quand on parle de risque génocidaire, bah on peut dire évitez de génocider les populations s'il vous plaît, mais ça justifie pas pour autant d'arrêter la guerre légitime que vous menez contre le Hamas. Donc c'est aussi ça le problème de la prévention, un petit peu le fameux plus jamais ça. Quand tu cherches à prévenir des trucs, que tu sais que ça risque d'arriver, mais que c'est pas encore tout à fait probable que c'est totalement là, même si bon, d'aucuns diraient que c'est déjà en cours, mais bref. Et que du coup ça fait que bah, tant que c'est pas vraiment là, est-ce qu'on peut vraiment être aussi sévère? Est-ce qu'on serait pas trop sévère si au final c'est qu'un risque sur lequel il va rien se passer? Et donc c'est très souvent ça qui fait que la prévention des risques, toutes les politiques un peu préventives sont toujours plus faibles qu'une politique après un fait accompli, comme vous avez envahi l'Ukraine, c'est pas bien, c'est le fait accompli, on va prendre des mesures strictes. Donc c'est aussi là le deux poids deux mesures en fait. La cour antisémite c'est sûr, bah, c'est ce qu'a dit Israël. J'entends beaucoup que des mesures demandées sont équivalentes à un cessez-le-feu parce que c'est pas possible de les appliquer sans. Alors oui, en effet, c'est vrai.
Mais il y a la question du fameux rapport, tu vois. Le fait de devoir remplir un rapport sur comment vous respectez le droit international humanitaire dans vos actions militaires qu'on considère toujours pas comme illégitimes. Le fait de reconnaître la légitimité, enfin parce que du coup implicitement la Cour a reconnu quand même la légitimité des opérations militaires à Gaza. Et du coup, ça donne toute l'attitude à Israël de mentir et de fabriquer des preuves pour couvrir le reste du risque génocidaire, quoi. Donc c'est un risque aussi par-dessus, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo sur la question de la bonne foi. C'est qu'on demande l'interprétation en bonne foi des traités et des décisions, mais ça place quand même une grosse latitude d'action du côté d'Israël. Alors je suis d'accord que objectivement ces mesures ne sont pas applicables sans un cessez-le-feu, tellement il y a de mélange entre les populations, entre le civil et le militaire en fait des deux côtés, mais ça permet de se passer d'un cessez-le-feu et de s'arranger avec le truc. Et donc, il est possible que, par exemple, la CIJ demande simplement, entre guillemets, à Israël de s'abstenir de commettre un génocide et de poursuivre les auteurs d'incitation au génocide, par exemple. Moi, c'est mon pronostic. Après, ça voudra dire une chose, par contre. Ça voudra dire que judiciairement, on a une décision qui considère qu'il y a effectivement un risque sérieux de génocide à Gaza. En fait, c'est ça, c'est que là, ce qu'il dit, bon, c'est pas bon. Oui, il y a le goût amer, c'était un peu en mode, oui, bon, ok, super, on aura reconnu judiciairement qu'il y a un risque de génocide. Wouh! C'est le minimum, c'est mieux que rien, c'est quand même assez soulageant, on va dire, mais ça donne quand même un précédent et une possibilité à des poursuites futures en fonction du respect ou non des décisions et de la façon dont les décisions ont été respectées. Mais c'est une temporisation qui est achetée avec le sang des Palestiniens. Et c'est ça qui est un peu difficile à avaler là-dedans. Parce que oui, il y a une temporisation. Le fait d'admettre qu'il y a un risque génocidaire, ça permet qu'au prochain coup, on pourra dire que bah, en fonction de ce risque génocidaire, vous avez fait ci et ça, vous n'avez pas fait ci et ça, donc vous n'avez pas agi. Donc voilà. Mais c'est une temporisation qui aura fait suite à une continuation du coup des massacres et des voilà. Les Gazaouis doivent être ravis. Bah, je sais pas si vous voyez sur TikTok, si vous suivez Bissan, qui est une des journalistes qui couvre la situation à Gaza, et qui a fait une vidéo où elle était vraiment en larmes, en mode bah voilà, le droit international a échoué, la communauté internationale nous a lâchés, je suis dégoûté, etc. Vous êtes illégitime, etc. Elle était vraiment deg. Parce que oui, le fait de ne pas demander le cessez-le-feu, c'est quand même un truc où, encore une fois, voilà, c'est une temporisation qui est achetée avec le sang des Palestiniens. Et ça, c'est le truc qui est le plus dur à avaler de cette décision, quoi. Il n'y a probablement que des déçus. Ceux qui étaient persuadés d'un génocide en cours sont déçus de l'absence d'un cessez-le-feu. Bah oui, parce que on a passé notre temps à rappeler que la Cour n'allait pas statuer sur l'existence d'un génocide, mais sur le risque génocidaire. Et ça, je pense que c'est un truc qui n'a pas vraiment été compris dans la plupart des esprits, c'est que la Cour n'a pas statué sur la présence d'un génocide, mais sur le risque génocidaire. Donc forcément, tant qu'il n'y a pas la présence du génocide, bah, ça permet à la Cour de ne pas demander un cessez-le-feu. Et donc beaucoup de gens qui soutenaient l'initiative sud-africaine le faisaient parce qu'eux-mêmes étaient convaincus de l'existence de ce génocide. Convaincus que c'était pas juste un petit risque génocidaire, mais que c'était en cours. Donc forcément, si tu soutiens le truc là, en étant convaincu que c'est parce qu'il y a un génocide en cours et pas parce qu'il y a un risque génocidaire, bah évidemment que tu tombes de ta chaise quand tu te rappelles que, ah ben non, oui, ils ont statué que sur le risque, pas sur la présence effective de génocide. Donc oui, forcément, bah c'est logique que dans ce contexte-là, ils aient pas demandé un cessez-le-feu. Parce que c'était pas sur le même niveau de gravité que la Cour statuait. Donc ça fait partie aussi du truc que, voilà, dès le début, il fallait ménager nos attentes. Et donc forcément, ça a beaucoup déçu parce que beaucoup avaient des attentes en se disant, oui, il y a un génocide, c'est visible, c'est voilà, c'est là. Une possibilité de reconnaître le génocide s'il y a une autre confrontation, oui. Parce que comme le risque génocidaire est reconnu, ça permet qu'au coup suivant, on reconnaisse l'existence du génocide. Ceux qui défendent encore Israël sont choqués du jugement qui le suspecte officiellement de génocide. Donc voilà, donc ceux qui soutiennent Israël, ils sont en mode comment ça, vous dites qu'on est suspect de génocide, c'est honteux, vous êtes antisémite, le génocide c'est que les nazis contre nous. C'est crûment dit, mais bon. Comment on explique la posture des gens qui soutiennent encore Israël maintenant? Mais de la même façon qu'avant. C'est, rappelez-vous, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères français, qui disait que soupçonner Israël de génocide c'était une faute morale. Parce que la Shoah et parce que le génocide c'est que les Juifs. Et donc Israël, comme c'est le pays juif, ce qui n'est pas, bref, voilà, toute la construction discursive d'Israël comme le pays juif, ce fait de mélanger l'État d'Israël avec la population juive, et notamment la population juive victime de la Shoah, ça permet de maintenir un soutien à Israël. Et donc on va voir du coup les formes de soutien à Israël, parce que c'est, en effet, je suis d'accord que, donc comment on explique la posture des gens qui soutiennent encore Israël? On l'explique de la même façon qu'avant, mais par contre, la nature du soutien a changé. Tu peux toujours soutenir Israël, mais tu peux plus te permettre de le soutenir de la même façon. Et donc on va voir de quelle façon ce soutien
a quand même continué. Donc la Cour reconnaît à son immense majorité le risque génocidaire ou le génocide. C'est énorme, ça consacre la pertinence des alertes et du terme employé, notamment contrairement à ce que disait par exemple le ministre des Affaires étrangères, donc Stéphane Séjourné. Cette décision déclenche incontestablement l'obligation juridique des États, notamment des alliés d'Israël, de prendre des mesures et des sanctions contre cet État pour prévenir le génocide. Par exemple, un embargo sur les armes. Cette décision confirme une chose pour tous ceux qui ne croient pas en la justice internationale, à l'exception de la juge ougandaise du coup. Tous les juges ont décidé de manière largement indépendante sur le droit. Croyez dans la force du droit international. Oui, bah oui, mais Yoann, t'es bien gentil. Tous les juges ont dit oui, un risque de génocide, super, merci le droit, mais du coup, qu'est-ce qui se passe après, quoi? Après, bon, évidemment qu'il défend sa paroisse, que lui, en tant que juriste, s'il croit pas au droit international, il a plus de métier, concrètement. Donc, évidemment que, et puis, tout son plaidoyer, c'est aussi de pouvoir se reposer sur le droit international pour faire respecter les trucs de base qu'on a dit que c'était pas bien, comme les génocides, les crimes de guerre, les trucs comme ça. Évidemment que là, il y a un mélange aussi entre le plaidoyer du juriste pour le respect du droit international, qui est à la fois un plaidoyer de s'il vous plaît, il faut respecter le droit international, il faut absolument que ce soit un truc qui soit utile et qui soit politique et qui soit investi par les États. Commencez pas à lâcher le droit international parce que c'est déjà ce que font ceux qui violent le droit international, donc commencez pas à faire comme ceux qui sont précisément le problème et appuyez-vous sur le droit international pour le faire. Et c'est un peu un discours comme le discours de Mélenchon quelque part. Le truc de bah oui, le droit international, c'est le peu qu'on a, c'est tout ce qu'on a, mais du coup partons de ça, c'est déjà pas mal. C'est la difficulté toujours avec le droit international, c'est que c'est la faiblesse de l'existant et en même temps, la force du fait que c'est aussi le seul truc qui existe. Ah bon, la France vend plus d'armes à Israël, ça y est, soupir. En fait, alors, justement, l'embargo sur la vente d'armes, c'est un truc qu'on avait connu avec l'apartheid, par exemple. Quand il y avait eu la campagne de boycott international de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, il y avait aussi un embargo sur les armes, mais les pays faisaient quand même passer en douce, de façon totalement illégale, les armes en Afrique du Sud. Donc en fait, ça a simplement transformé le soutien à l'Afrique du Sud de l'apartheid d'un soutien officiel à un soutien illégal et caché. Mais ça reste un soutien matériel. Donc ça ne signifie pas que les États, notamment Israël, vont exécuter cette décision sans contrainte. Les États occidentaux vont continuer la politique de l'autruche. Et ça, il a totalement raison. Et voire même d'ailleurs pire que la politique de l'autruche, on va voir ça plus tard. Il nous revient à nous, notamment dans les démocraties, de s'assurer que ce ne soit pas le cas. Et au final, c'est ça. C'est que c'est la réalité aussi du droit international et des équilibres dans les relations internationales, c'est que l'opinion publique est un acteur à part entière des relations internationales. On l'a vu avec la guerre du Vietnam, où l'opinion publique états-unienne et internationale avait quand même fait énormément pression sur les États-Unis pour arrêter de forcer sur... Bon, ça a mis du temps, mais ça avait été quand même un peu la justification au bout du bout de se dire, bon, faut quand même sortir de ce bourbier parce que sinon on va pas être réélu. Les opinions publiques sont un acteur à part entière dans les relations internationales. Ça a ses limites comme pour tout, mais c'est pour ça qu'il faut continuer de mobiliser l'opinion publique et que c'est le truc, voilà, ça reste de la politique, les gens. C'est pas parce que c'est au niveau international que ça reste moins d'une politique qui est semblable à la politique nationale. La politique nationale, c'est quoi? C'est tu milites, donc tu mets une pression sur les dirigeants politiques, tu mets une pression, pensez aux grèves, pensez au blocage, tu mets une pression politique pour forcer une décision ou du moins pour précipiter une décision. C'est ce qu'on fait quand on est militant. Et il n'y a pas de raison que ce soit différent pour le droit international. Il y a un rôle à jouer de l'opinion publique internationale et il ne faut pas la minimiser. C'est un rapport de force qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus lent et beaucoup plus long à créer, parce que ça implique la présence de mouvements dans chaque pays qui se coordonnent et qui font pression tous ensemble. Les mobilisations transnationales, c'est un truc qui est assez complexe, qui dépend de beaucoup d'équilibre, mais qui peut être utile et qui se sont montrés utiles à plusieurs reprises. Donc, ce que doit nous donner cette décision de la Cour, c'est déjà, bon, encore une fois, toujours savoir raison garder sur le côté un peu magique qu'on peut attendre du droit international, y compris une cour de justice, mais c'est un appel au militantisme. Le seul truc qui rend les décisions contraignantes en droit international, c'est pas qu'il y ait une armée qui va faire les trucs pour vous, c'est que c'est les États qui surveillent entre eux, et les États sont composés de leur population. Et donc l'opinion publique a un rôle immense à jouer. Donc c'est un truc aussi, c'est un appel à ne surtout pas se démobiliser sur le sujet, quoi. C'est frustrant, c'est démotivant, mais c'est la politique, quoi. Sur Gaza, comparé à l'Ukraine, j'imagine qu'une différence majeure est que l'invasion de l'Ukraine menace directement l'Europe et sa stabilité économique, sans compter que personne ne voit d'un bon œil le renforcement de la Russie, alors que les Palestiniens ne pèsent en rien sur l'économie internationale et l'Occident voit la majorité du monde n'en a que faire qu'Israël se renforce pour le conflit israélo-palestinien avec un scandale humanitaire et émotionnel qui pèse peu dans ce monde. Il y a un peu de ça. Il y a aussi le fait que, encore une fois, vous vous rappelez au tout début, là, le 7 octobre,
quand les militants se faisaient traiter d'antisémites parce qu'ils rappelaient simplement le contexte de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Simplement le fait de rappeler le contexte de ce qui s'était passé depuis 1948, depuis la création de cet État, c'était considéré comme voilà, un antisémite horrible qui remettait en question l'horreur des massacres du Hamas. Il y avait déjà un peu de ça en fait, c'est que... Et d'ailleurs, c'était le sens de ma toute première vidéo sur le sujet, que j'avais intitulée La politique de l'oubli, parce qu'il y a eu une politique de l'oubli sur la situation palestinienne, il y a eu une politique de la mise sous le tapis, et du fait de transformer ça non plus en un fait colonial, mais en un problème humanitaire qui doit nous mobiliser quand même par bonté de cœur. Et voilà, et je suis d'accord sur le fait de dire qu'en effet, il y a une transformation en un problème simplement humanitaire, qui fait que ça rentre dans un domaine de la charité, et plus dans un domaine... comment dire, du politique, comme c'est la question de la colonisation. C'est pour ça qu'on se faisait cracher dessus quand on rappelait le contexte. Du coup, il reste du coup en suspens, oui, comme énormément de conflits, comme la plupart des conflits qui se déroulent sur le sol africain, comme le Congo par exemple. Le Congo, est-ce qu'on en parle encore comme un conflit avec des massacres et des risques génocidaires aussi assez très très présents, ou est-ce qu'on en parle comme une crise humanitaire? Le Congo, limite quand on en parle, il y a des réfugiés, c'est un problème humanitaire, quoi. C'est pas un problème de droit, c'est pas un problème de conflit, c'est pas un problème de guerre. Donc en effet, c'est une politique de l'oubli qui est mobilisée dans beaucoup de conflits, notamment de pays du Sud, dont on a décidé qu'on s'en fichait, quoi.